Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Before, la nouvelle émission principale de CS Actu sur Twitch. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super parce que je suis toujours avec mon co-présentateur préféré Vincent, comment ça va? Merci Sacha, bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignaient tout doucement sur Twitch. Ça, on a une tablette avec le live et le chat, on peut réagir avec vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, franchement ça ira très très vite. Plein de nouveautés Sacha sur ce nouveau format, on reprend un peu des classiques en fait qu'on avait, on peut appeler ça des classiques maintenant du Before. C'est clair, ça qui fait fonctionnait quoi très bien. De surpasser la source finalement. Bah il y a un petit sentiment de fierté, tu t'en doutes évidemment. Bah ouais, on a repris tous les pots cassés, tous les vieux chroniqueurs là. C'est un petit peu ça, bon, on leur a donné un peu comme une deuxième chance quoi, on peut dire ça, un petit coup de pouce pour se relancer quoi. De côté, bon voilà, ils font un peu de on a repris le lead quand même Sacha. C'est ça, on est devenus les patrons. En tout cas j'espère que vous allez bien, on a une nouvelle direction artistique, on a aussi les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, on a Instagram, TikTok et notamment Twitch avec le @CSActu. C'est vraiment important et vous allez voir qu'on peut réagir à des petits sondages parfois, notamment tout à l'heure sur Instagram. Donc voilà, on va commencer par le sommaire et notamment par la fin, évidemment avec le mime de l'info. Toujours un classique finalement. Un classique, on l'a testé la dernière fois, ça a plutôt bien marché, on a eu des bons retours, donc on va se réessayer au mime quand même. C'est clair. Ensuite, on aura la question du jour par Sherazade. Donc elle a été vous rencontrer dans la rue pour vous poser une question d'actualité. Et on aura l'interview du jour qui est le petit nouveau de ce nouveau format du Before. Et on recevra Jérôme Driffaut sur notre plateau et ce sera Joey qui pourra l'interviewer. Et je te laisse du coup le grand dernier, qu'est-ce qui va arriver ensuite? Sacha, on parle de classique, vous en avez entendu dans sa présentation, on va toujours garder le podium de l'info, mais cette fois-ci on change un peu Sacha. C'est un peu différent. C'est pas nous qui allons nous y coller, c'est Mathilde. Et Mathilde, a priori, la colère des agriculteurs continue de faire pression sur leur gouvernement. À toi la main. Et oui les garçons, la colère s'amplifie et se traduit par de nombreux blocages sur les routes. De Bayonne à Pau, d'Orange à Montélimar, autour de Lyon ou encore sur les voies rapides en Bretagne, les agriculteurs sont mobilisés. On rappelle que cette forte mobilisation est due à de nombreuses revendications, hausse de la rémunération ou encore des allègements et des simplifications des normes environnementales. Hier, les deux syndicats, la FNSE et les jeunes agriculteurs, ont réclamé au gouvernement une réponse immédiate sur la rémunération et un allègement des contraintes environnementales. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, a annoncé que le Premier ministre Gabriel Attal prendrait la parole demain. Emmanuel Macron parviendra-t-il à l'institution? Le projet de loi a été discuté hier après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les députés se sont penchés sur l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie pour une femme d'avoir recours à l'IVG. L'objectif est d'en faire un droit irréversible, mais le chemin à parcourir reste long. Même si les résultats des débats à l'Assemblée nationale ne font aucun doute, il faudra également que le Sénat vote le texte, sachant que son président Gérard Larcher s'y est opposé. Le vote sera prévu pour mardi. D'ailleurs, on vous a posé une question aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec un sondage Instagram. Avec cette question, pensez-vous qu'avec l'opposition de Gérard Larcher, président du Sénat, l'inscription de l'IVG dans la Constitution peut-elle être remise en question? Et on a eu les résultats avec un 52% oui et 48% non. C'est serré. C'était vraiment serré et ça a montré que la question elle est un peu complexe et que la décision est vraiment indécise. Notamment, on a une information de dernière minute avec le Conseil constitutionnel qui censure largement le texte de la loi immigration. Donc on a plus de 32 articles censurés intégralement ou partiellement avec du coup cette loi, donc près de 40% de cette loi a été vraiment censurée. On a dans le lot l'accès aux prestations sociales, au regroupement familial. Et d'après la décision des sages, ces articles n'ont aucun lien avec le projet initial de la loi. Donc affaire à suivre. Merci Mathilde pour ces points politiques. Passons au cinéma maintenant avec le succès français féminin de l'année. Près de 3 millions d'entrées dans le monde et d'1,3 million en France, Anatomie d'une chute fait désormais partie des succès mondiaux du cinéma français. Après avoir obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes l'année dernière et 2 Golden Globes début janvier, la réalisatrice française Justine Triet vient d'être nommée 5 fois aux Oscars et 11 fois au César. D'après ses nombreuses nominations, Justine Triet est en bonne voie pour devenir la prochaine réalisatrice de l'histoire du cinéma français à être sacrée après
Tony Marshall pour Vénus Beauté en 2000. Et il paraît, Mathilde, qu'il y a un petit bonus, tu me coupes si je me trompe, il paraîtrait que la France serait redevenue championne après 16 ans sans titre. Mais dans quoi? Effectivement, une information qui nous réjouit, nous les Français, puisque la France est redevenue championne du monde de la boulangerie lundi 22 janvier, après 16 ans sans titre. Franck Forestier, Fabien Nolaï et Xavier Sacriste ont ramené la médaille d'or lors de la 12e édition de la Coupe du monde de la boulangerie, organisée lors du Salon Europain à Paris. La Corée du Sud et le Japon sont arrivés respectivement 2e et 3e. Actuellement, on n'est pas en direct, c'est une vidéo enregistrée parce qu'avec l'équipe du Before, on avait l'envie de vous montrer un peu les hommes de l'ombre et notamment en régie. Joey à la caméra va me suivre et on va se rendre à la régie vidéo qui est juste derrière pour vous montrer les coulisses de votre émission préférée sur CS Actu. On a Grégoire au fond qui gère le live stream. Donc Grégoire, explique-nous un peu en quoi consiste ton rôle. Bah écoute Sacha, là c'est pas compliqué, on a l'ordinateur qui renvoie tout le flux sur Twitch. Donc c'est ici qu'on va pouvoir faire toutes les transitions, que je vais pouvoir modifier les images, mettre les incrustations et faire les bascules entre les contenus vidéo, les contenus images et la caméra principale. Mais pour ce qui est des vidéos, c'est plus Simon qui gère tout ça. Et ben en parlant de Simon, on va le voir qui est sur le Mac. Simon, c'est quoi ta mission? En quoi ça consiste? Eh bien nous, on a une base de données avec des vidéos, des photos, etc. Et l'objectif, c'est de les mettre dans un dossier que l'on diffuse ensuite, que j'envoie finalement à Grégoire, et Grégoire va les diffuser ensuite. Et il y a aussi une autre partie caméra avec du coup Olivia. Olivia, avec les caméras, qu'est-ce que tu fais? C'est quelques boutons. Moi, je comprends pas trop ce qu'on voit là. Exactement, moi je gère les caméras, donc là sur cet écran on visualise toutes les caméras, donc normalement pour une émission on a 3-4 caméras, et donc je vais changer de caméra comme ça, et on voit sur cet écran quelle caméra est diffusée en live sur Twitch. Et donc c'est vraiment relié au live Twitch quoi. Exactement. Ok, parfait. Et une partie qui est très importante, notamment on a eu beaucoup de problèmes, mais c'est sur le son, et au son on a Colline. Colline, explique-nous en fait, parce que là je vois une grande table avec plein de boutons, c'est quoi? Exactement, donc là c'est la partie son. Donc là on a le mixage, donc en gros là pour l'émission on aura 4 micros, donc 2 micro-pieds et 2 micro-cravates. Donc ils sont tous reliés à ici. Et ensuite il y a ce gros micro, donc en gros ça sert à relier à l'oreillette de Joey. Donc on peut lui parler d'ici et il recevra dans l'oreillette le son. Voilà. Ok, mais en tout cas on a vraiment une belle équipe qui est là avec de la bonne ambiance. Je te laisse la main Joey pour ton interview du jour, je te laisse la main. Sacha, on se retrouve en plateau avec Monsieur Jérôme Driffaut. Merci d'être avec nous, Jérôme. Merci de m'accueillir. C'est avec joie d'être parmi vous. En tout cas, sachez-le. Très gentil parce que vous prenez de votre temps hein, sur votre cas de perso, donc c'est cool. Et j'aimerais commencer cette interview par une phrase, une citation. Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Cette phrase, j'imagine qu'elle vous parle hein, parce que c'est la citation de Pierre de Coubertin qui apparaît dans votre documentaire. C'est l'ouverture de votre documentaire. Alors, on va revenir là-dessus, hein, mais ce documentaire-là, vous le sortez en juillet 2021, juillet 2020, pardon. Et si vous le sortez, c'est que vous êtes victime d'un accident en 1999 dans la circulation routière. Et il y a pile une semaine, jeudi dernier, vous recevez un mail dans votre boîte mail pour vous dire que vous êtes porteur de la flamme. Donc, en un peu plus de 20 ans, vous passez d'accident à porteur de la flamme au relais des Jeux Olympiques. Exactement. Et moi, c'est pour ça aujourd'hui que je vous reçois, parce que j'ai envie de tracer un peu tout votre parcours avant de revenir à ce point final, ce point d'orgue de la flamme olympique. J'aurais aimé déjà savoir quand est-ce que ça s'est fait, cette volonté de courir. On est en mai 2018, il me semble. Alors, ça fait des années, hein, après mon accident, que je voulais courir, ça c'est sûr. J'en étais privé, évidemment, suite à mon handicap et à mon amputation. Alors, je faisais un petit peu de sport, mais l'envie de courir, ça a toujours été au fond de ma tête. Mais je me disais, c'est compliqué, parce qu'il faut du matériel, etc., etc. On se trouvait toujours des raisons de ne pas le faire. Et un jour, je vais pour une visite de contrôle chez mon prothésiste dans la région parisienne, et je vois en face de moi, dans le box où j'étais, une affiche qui dit qu'il organisait une course à pied, et voilà, avec ses patients. Donc en l'occurrence ça aurait pu être moi, et là ça trotte dans ma tête. Je me dis ouais, c'est top, mais j'ai tellement envie de courir, ça pourrait être l'occasion. Et du coup je rentre sur Vichy et j'ai pensé qu'à ça, courir. Alors je l'appelle le lendemain, je lui dis il faut qu'on trouve une solution. Et l'histoire commence comme ça, hein, c'est que c'est suite à une affiche et voilà une course qui préparait. Alors évidemment je l'ai pas faite parce que j'étais pas équipé, mais aujourd'hui je pourrais la faire en tout cas. Donc oui, ça a commencé comme ça, et il a fallu que je trouve un financement, etc., pour avoir cette belle prothèse. Et justement, on y vient parce que cette prothèse-là, ça coûte très cher. J'ai lu des informations où ça serait autour de 20 000 €. Exactement. En tout cas, ça tourne dans ces prix-là. En plus, c'est des lames donc en carbone, hein, parce qu'il faut qu'elles soient légères, qu'elles soient équipées.
En plus de tout ça, vous avez une amputation qui est au-dessus du genou, donc ça rajoute tout ce mécanisme en plus de l'articulation. Exactement. Donc vous, justement, combien ça vous a coûté et comment vous avez financé cette prothèse de sport? Alors effectivement, cette prothèse pour moi avec mon handicap, c'est effectivement environ 20 000 €. On peut aller un peu moins, mais moi j'ai voulu quand même quelque chose de qualité, avec du confort pour mon emboîture. Donc du coup, oui, il fallait compter environ 20 000 € que je n'avais pas, hein, il faut le savoir. Hein. Donc du coup, j'ai fait une cagnotte Litchi, j'ai rameuté un petit peu tout le monde, j'ai contacté des sociétés, j'ai contacté pas mal de gens, et puis avec mes fonds personnels. Et tout à vous réuni, on a réussi à faire quelque chose et réussir surtout à avoir cette somme. Et voilà, et donc j'ai dit, allez maintenant, on y va, on commence à courir. Et une somme qui n'est pas du tout couverte par la sécurité sociale, qui s'occupe, pour la prothèse de marche de la vie quotidienne, elle couvre, mais pour la course, c'est vraiment pas quelque chose qui est considéré. Non, oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est du confort, c'est du plaisir, donc du coup, non, c'est du matériel qu'on doit se financer. Alors souvent, les sportifs de haut niveau ont des sponsors, hein, ce qui n'est pas mon cas, puisque moi, je cours, je dirais, en loisir, mais bon, j'ai quand même fait appel à des sociétés, dont les sociétés d'assurance, etc., et des privés qui m'ont aidé, qui ont voulu soutenir ce projet, et voilà, donc je les en remercie encore, d'ailleurs. Et on y vient, donc cette volonté de courir, elle va se matérialiser, donc avec le matériel que vous avez là. Je vous ai demandé de l'emmener ce matin, parce que c'est intéressant quand même de la voir. Si jamais vous pouvez la prendre, donc je ne sais pas à quel point c'est lourd, hein. Vu que c'est du carbone, c'est quand même un peu léger, mais c'est quand même alors oui, c'est un sacré objet. Ça a un certain poids. La voici, donc je vous explique un petit peu de quoi elle est composée. Donc ce qu'on connaît le plus, c'est effectivement la lame carbone, hein, ce qui va remplacer mon pied. Vous avez ensuite c'est un genou tout à fait mécanique à biellette, qui va donc remplacer mon genou effectivement. Et puis là, l'emboîture, c'est la partie où effectivement où je mets ma jambe, ma petite jambe à l'intérieur. Alors c'est une emboîture particulière, c'est une emboîture ISS qui est en carbone, qui est fait exclusivement par mon prothésiste qui est dans la région parisienne. Donc il n'y a que lui qui l'a fait. C'est un confort extraordinaire. C'est comme, je dis souvent, comme un moule à gâteau. Donc vous pouvez imaginer, enfin non, on ne peut pas imaginer d'ailleurs, le confort. Avec cette emboîture-là, on ne peut pas être blessé. C'est quand même assez intéressant pour moi. Et voilà, donc avec ce matériel, je peux courir. Enfin, on peut courir. Et justement, cette course, hein, il faut l'appréhender parce que certes, c'est confortable, mais j'aimerais qu'on regarde une vidéo. Je sais pas, nous, on a la télé juste là, si on pourra avoir le retour, mais dans le documentaire que vous avez produit et qu'on a pu voir, il y a cette vidéo où vous prenez en main la chose. J'aimerais qu'on puisse mettre cette vidéo aux viewers où on vous voit. Effectivement, une bonne chose à faire, hein. Ouais, non, mais à passer, à vouloir, ouais. à passer comme chasser, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur le. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur le. Ah ouais, c'est vrai que je pense qu'il est important, c'est effectivement de travailler sur la montée et c'est la première. Elle ne va pas pouvoir être il en fallait une. Tu ne veux pas du tout être là. Et voilà, hein, donc on le voit, c'est cette chute qui. Moi, je dois avouer, au premier abord, c'est le réflexe de quelqu'un de valide, on va dire, mais j'ai vraiment eu peur justement pour le genou, parce que la chute fait peur, on a vraiment l'impression qu'il va avoir la blessure. J'imagine que découvrir ces nouvelles sensations, il y a déjà eu la rééducation pour la marche au départ, j'imagine, mais courir, c'est vraiment une mécanique tout à fait différente. Alors, c'est particulier. Moi, je suis reparti de zéro, comme vous le disiez à l'instant. J'ai réappris à courir. Et là, c'était pareil. J'ai réappris à courir, à marcher, pardon, et à réappris ici à courir. Moi, je m'étais imaginé que j'allais mettre cette prothèse et courir normalement, quoi. Ça me paraissait assez simple. Et donc, j'ai réappris complètement de zéro. Hein. Je suis parti de zéro. Et là, ça fait partie d'un exemple d'une chute. J'ai mal positionné ma lame. Et à ce moment-là, si je me mets trop en avant, effectivement, je perds l'équilibre. Et ce genou qui est vraiment mécanique et à biellette, il n'y a aucune sécurité. Pour un coureur lambda, quelqu'un de valide, on peut s'arrêter à tout moment parce qu'on contrôle, le cerveau va contrôler votre genou. Moi, je ne contrôle rien à gauche. Donc, c'est la difficulté. Ça a été très, très long pour pouvoir faire mes premiers mètres, après mes premières dizaines de mètres, etc. etc. C'est vraiment un apprentissage pas simple du tout. Qui se fait au fur et à mesure, j'imagine. Vous avez été accompagné par des coachs, par des éducateurs sportifs.
Et il y a un objectif qui a été fixé, c'est celui du tour de terrain. Oui. Il revient un peu de manière schématique et cyclique dans le documentaire. Complètement. Pourquoi c'était cet objectif-là? C'était quoi qui je vous mettiez derrière? Je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué de courir, donc je m'entraînais au début sur la piste d'athlée à Vichy-Bellerive, au centre mi-sport. Mais la piste, pourquoi? Parce que c'était un endroit protégé pour moi, c'était plat, il n'y avait pas de risque de chute, la preuve que non, puisque je suis tombé là. Mais pour moi, c'était plus facile. Ce tour de terrain que je voyais tous ces coureurs et coureuses qui œuvraient lors de mes entraînements, je me disais mais j'arriverai jamais à le faire ce tour. C'était vraiment un objectif. Je les voyais tourner, je dis mais moi j'arrive même pas à faire au début 25 mètres. Après voilà. Donc pour moi c'était ce tour, il faut que j'arrive à le faire quoi. C'était vraiment l'objectif premier. Et je me souviens de me dire, je ne sais pas si j'y arriverai, parce que c'était compliqué de courir, de réapprendre à courir. C'était vraiment très compliqué. Et un jour, c'est arrivé. Vous y arrivez. Oui. Et on parlait de cet accompagnement qui est fait pour vous aider dans ces démarches-là. J'ai quand même un constat, moi je ne suis pas de Vichy à l'origine, mais quand on arrive à Vichy, il y a quand même quelque chose qui est choquant, c'est que pour le handisport français, le territoire, le bassin vichysois fait quand même beaucoup. Je pense à l'Académie Philippe Croison. Enfin, on a quand même des figures fortes à Théo Curin qui sont passées par Vichy. Oui. Est-ce que vous avez ressenti vraiment ce territoire porteur sur le plan du handisport? Ah oui, c'est évident que je confirme que le territoire de Vichy et même à aider les sportifs de haut niveau. J'étais encore hier au Krebs pour les vœux du président M. Frédéric Aguilera qui en a parlé encore. Oui, on est un territoire de sport et de handisport. On va accueillir encore des équipes extraordinaires pour les Jeux Olympiques. Oui, Vichy fait tellement de choses pour le sport en général et n'oublie évidemment pas le public atteint d'un handicap. C'est important de le dire, c'est un bien vivre à Vichy, on sait qu'on peut faire plein de choses, d'activités sportives, mais oui, c'est sûr qu'il y a un effort qui est reconnu. Et on le voit bien maintenant avec les magnifiques équipements qu'il y a au Krebs à Bellerive. Et il y a une phrase que j'ai trouvée belle justement quand on parlait du prix des lames en carbone. Oui. Il y a une association Lames de Joie qui existe. Et donc Jean-Marc Lamblin, donc le directeur de cette association, il parle d'un droit universel à la course. On est un peu là-dessus de devoir être accompagné parce que c'est important de savoir courir. Et vous justement, vous arrivez à faire votre première course, donc le 15 décembre 2019. Comment vous viviez cette première course? Déjà, est-ce que ça a vraiment été facile? J'imagine que non. Comment ça s'est passé? Alors, la première course officielle, celle que vous parlez, c'est à Bellerive, je pense. Alors oui, c'était plein d'émotions parce que j'avais mes filles qui étaient pas loin. C'était la commune où je vis, où je travaille. C'est la course des Pères Noël qui se fait toujours en fin d'année. Alors il y avait plusieurs parcours, dont un d'1 kilomètre, et ils avaient décidé d'organiser pour les gens qui ont à mobilité réduite, qui ont un handicap. Je dis c'est le moment ou jamais quoi. Donc je l'ai fait. Dans la douleur, mais j'ai réussi et c'était sympa parce que à l'arrivée, petite médaille, plein de gens qui applaudissaient et ça a fait du bien. Ça a fait du bien. C'est clair. Surtout qu'on imagine il y a forcément cette difficulté physique, motrice avec la jambe, mais il y a aussi un problème auquel vous avez dû faire face, c'est celui du cardio. Oui. Parce que c'est difficile de retrouver ce cardio-là quand on doit en plus se concentrer sur d'autres choses. C'est exactement ça. J'arrête pas d'en parler dans les différents teasers et films que j'ai faits. C'était, alors je parle comme ça maintenant, c'était parce que ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Le problème de cardio, effectivement, puisque au niveau sport, je fais que de la natation, mais pas le même cardio quand on court. Et ça demande, il faut le savoir, un effort tellement important quand on a une prothèse fémorale. Je dis bien fémorale parce que quand on a la chance d'avoir son articulation et qu'on est tibial, c'est beaucoup plus facile. Mais fémoral, ça demande un effort très, très, très important. Et moi, je n'arrivais pas à le gérer, cet effort-là. Et j'étais essoufflé. Donc, automatiquement, je ne pouvais pas aller loin. Donc, j'ai essayé de comprendre comment je fonctionnais. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et vous l'évoquez un peu, mais au-delà de la course, il y a cet aspect de la natation aussi qui est important dans votre vie. Fin mai 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, vous parvenez à faire votre premier triathlon. Donc pas seul évidemment, vous êtes avec votre cousin et la femme de votre cousin. Exactement. C'est ça. Et vous nagez pour cette épreuve. Exactement. Donc c'est vrai que ça fait des années que je nage et l'année précédente, on me lance un défi, on me dit mais l'année prochaine si on le faisait en relais. Alors moi je tape dans la main, mais comme ça, et je me rends compte que le soir que j'avais réellement tapé dans la main et que la personne qui me l'avait tendu me disait mais de toute façon maintenant il faut y aller. Donc je ne pouvais pas faire marche arrière, donc je me suis entraîné pendant toute une année avec mon club Vichy Triathlon pour être en forme pour le jour J.
Et finalement, ça l'a fait. Oui. Hein, vous êtes victorieux. Vous Oui. finissez, je me le suis noté, je crois, mais 16e sur 28 équipes. Oui. Donc c'est quand même une performance. Oui, mine de rien, non, mais au-delà c'est sûr. du défi, c'est une performance qui est accomplie. Complètement. Je m'étais dit, on va pas finir dernier, mais effectivement, non, je n'ai pas fini dernier. Et fier de l'avoir fait, parce que c'est quand même pas rien de... Entre nager en eau libre et nager à la piscine, ça n'a rien à voir. C'est des sensations qui sont complètement différentes, des difficultés différentes. Ce jour-là, il y avait du vent et le soleil était présent aussi, donc ça gêne. Et puis, aucun repère. C'était pas facile du tout. Et la première partie a été un peu compliquée puisqu'il y avait du courant, puisqu'il y avait un petit peu de vent, donc c'était pas mal. Et la deuxième, pour redescendre, ça allait beaucoup mieux. Mais très très fier de l'avoir fait parce que c'est quand même pas rien, je m'en rends compte maintenant, pas rien de faire cette distance-là, c'est clair. Et on imagine, bon, c'est un effort qui est gigantesque, on n'est pas à un niveau professionnel, hein, c'est vraiment Oui. vous, votre défi par rapport à Oui. vous-même. Mais il y a des questions qui apparaissent dans le chat un peu. Est-ce que vous avez été en contact avec des sportifs de haut niveau, enfin des handisportifs de haut niveau dans le cadre de votre travail? Alors oui, j'ai quelques contacts comme ça, parce que je voulais avoir des conseils, surtout des gens qui sont appareillés comme moi. Donc oui, de temps en temps, j'ai des contacts, aussi bien des paratriathlètes ou des athlètes lambda qui courent. Oui, j'ai pris des contacts parce que c'est important pour moi de savoir un petit peu comment ça s'est passé, comment ça se passe pour eux, et pour pouvoir évoluer. Oui. Et donc forcément, monter en gamme, on cherche toujours le défi de plus. J'aimerais clair. vous renvoyer à une petite vidéo encore, si on peut la proposer Ouais. ouverte, mais qui est encore plus récente, elle date de septembre, celle-ci. Vous faites une vidéo pour essayer d'être porteur de la flamme dans ce grand relais. J'aimerais qu'on regarde ce teaser. Si en régie vous l'avez, vous pouvez nous l'envoyer, s'il vous plaît. Je m'appelle Jérôme, athlète en e-sport. Je cours avec ma prothèse de sport Ossur depuis 5 ans. Aujourd'hui, mon souhait, c'est d'être l'un des candidats ayant l'honneur de porter la flamme pour les Jeux Olympiques Paris 2024, qui passera dans l'agglomération de Vichy le 21 juin prochain. Je souhaite être votre représentant et montrer que tout est possible malgré ma différence. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Je vous invite à partager et liker ce post afin de motiver ma candidature auprès du comité d'organisation des Jeux Olympiques, des principaux sponsors et espérer être retenu. Je compte sur vous. Ensemble, nous irons chercher cette flamme. Et voilà, véritable réussite. Jeudi dernier, il y a pile une semaine, vous recevez ce mail qui, si on peut encore le voir, mais qui vous annonce officiellement, enfin de la part de l'organisation des JO, que vous allez être porteur de la flamme. Déjà, j'aimerais repartir au début de tout ça. Quand est-ce que naît cette envie d'être ce relais, d'être l'image sur le bassin vichysois on me parle du passage, comme tout le monde, on a entendu parler du passage de la flamme dans l'agglomération de Vichy. Et là, je me dis, oh, c'est top. À mon âge, ça serait bien de pouvoir participer. Je vais peut-être le voir qu'une fois maintenant. Ça serait top, vraiment, de pouvoir y participer. Mais comment on fait? Donc là, je me renseigne un petit peu. Oui, bah après, je fais tout pour réussir. On me donne un petit peu les tuyaux, comment faire. Et là, je me dis, allez, nouveau challenge, il faut que ça passe. Donc voilà, on m'explique qu'il faut une histoire un petit peu pour motiver tout ça. Je pense que l'histoire, je l'ai. Mais bon, après, je suis conscient que beaucoup de personnes vont se présenter. Donc je dis, bon, on essaye, on va tout mettre en œuvre pour réussir et croisons les doigts et voilà, quoi. Et donc le mail arrive. Qu'est-ce que c'est votre première réaction quand vous le voyez? Vous y bah croyez là, non, j'y crois pas parce que j'y crois même plus parce qu'il devait arriver un petit peu plus tôt dans la semaine et il n'est pas arrivé. Donc il y a eu un petit bug, m'a-t-on dit. Donc là, je perds espoir. Je me dis, c'est dommage. Pourtant, je m'étais dit, non, tu seras pas déçu. C'est une belle aventure. Tu as essayé plein de choses. Tu étais motivé. Tu t'es battu pour. C'est pas grave. Mais si, en fait, compte, j'ai été super déçu. Donc je me suis dit, bon, tant pis, mais tant mieux pour ceux qui vont pouvoir la porter. J'irai les voir et ça sera chouette. Et quand j'ai confirmation, voilà, c'est une explosion de joie. C'est inqualifiable tellement je suis heureux aujourd'hui. Et donc, ce sont environ 10 000 personnes qui vont porter la flamme olympique. Oui, 11 000 à peu près. 11 000, ouais. Et il y en a 1000 en plus qui vont porter pour la flamme paralympique. Oui, c'est ça. Vous portez vraiment que la flamme olympique? Pour l'instant, je n'ai pas d'infos à vous donner parce que je ne sais pas. Ce qu'on nous a dit, on n'a pas le droit de plus de communication. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Je verrai. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est confirmé. Je vais la porter. Bon, on peut déjà avoir cette image, ce mail. Oui, le comité, après, vous n'avez pas les
les informations, mais le comité aussi, c'est normal, Oui. essaye de réduire un peu la communication autour de ça. Mais en tout cas, on vous retrouvera le 21 juin prochain à Vichy et dans les alentours pour porter fièrement cette flamme. C'est ça, exactement. Et ça sera l'image de réussite de votre beau parcours et on vous en félicite. Enfin, je pense que tout CSActu est d'accord pour dire qu'on est très content de vous avoir reçu. Et, merci à vous. Et que c'était une belle histoire que vous nous avez livrée là. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir. Et on continue tout de suite cette émission du Before avec la question du jour que Chéra est allée poser dans la rue. Moi, je me demandais pourquoi on parle autant en ce moment d'Amélie Oudéa Castéra. Bonjour Before. Alors oui, moi je suis là pour répondre à la question de qui est Amélie Oudéa Castéra et pourquoi on entend autant parler d'elle. Alors depuis le 11 janvier dernier, Amélie Oudéa Castéra a été nommée ministre de l'Éducation nationale, en plus d'être la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et des Paralympiques. Alors oui, je vous l'accorde, tous ces rôles, ça fait beaucoup de responsabilités, mais aujourd'hui je vais plutôt vous parler de sa vie personnelle qui aujourd'hui pose problème. Vous avez sûrement entendu parler de Stanislas, alors ce n'est pas une personne, mais bien un établissement privé catholique qui est au cœur des polémiques avec Amélie Oudéa Castéra. Alors concrètement, quel est le problème? Eh bien les manières d'enseigner et l'univers de cet établissement est visé par une enquête et pose aujourd'hui problème pour de nombreux Français qui eux sont plus du côté public. Alors face à cela, Amélie Oudéa Castéra a réagi lors d'une visite d'un collège public dans les Yvelines. Je vous laisse avec sa réaction. Là, je vais vous raconter brièvement cette histoire, celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, voilà, d'aller chercher une solution différente. Alors vous avez pu comprendre avec les propos de la ministre que l'établissement public a un problème, l'absentéisme des professeurs. A l'inverse, l'établissement privé Stanislas, lui, est visé par d'autres problèmes, notamment l'univers sexiste, homophobe et très autoritaire. Mais l'univers de cette école n'est pas le seul problème, puisque le fils d'Amélie Oudéa Castéra est soupçonné d'avoir bénéficié d'un détournement de Parcoursup, une plateforme où les élèves s'inscrivent pour accéder aux études supérieures. Il n'a pas été le seul, puisque 38 autres élèves auraient bénéficié du même détournement. Aujourd'hui, l'école Stanislas fait l'objet d'une enquête à laquelle Amélie Oudéa Castéra a préféré se retirer. Mais vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette ministre, puisque ces derniers jours, le lundi 22 janvier, Amélie Oudéa Castéra a été une nouvelle fois au cœur d'une polémique suite à la publication du rapport parlementaire de la Fédération française de tennis. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il est dit dans ce rapport? Eh bien, le salaire annuel de la ministre a été révélé. En effet, la ministre aurait perçu un salaire annuel de 500 000 € brut ainsi qu'une prime de 100 000 €. Alors ce salaire peut paraître très élevé et suscite de nombreux questionnements. D'où vient cet argent? Pourquoi est-il autant élevé? En novembre dernier, la ministre s'était déjà justifiée en prenant l'excuse de la popularité grandissante du tennis, notamment avec des événements comme Roland-Garros. Mais ce n'est pas le seul problème puisque la ministre s'était également imposée à une loi de mars 2007 imposant un comité d'éthique, ce qui n'existait pas encore dans la Fédération française de tennis. Alors aujourd'hui, Amélie Oudéa Castéra est au cœur des polémiques comme vous avez pu comprendre. De nombreux Français appellent à la démission. Mais alors, va-t-elle craquer dans sa chute politique? Pour le moment, point d'interrogation. Merci beaucoup Sherazade pour cette question du jour. C'était très intéressant un peu de très voir intéressant, bien sûr. tout en revue, cette petite polémique avec la ministre. Du coup, on ne sait même pas comment la nommer, des sports, l'éducation nationale. Il y a un peu on se contentera de la ministre. Voilà, la ministre. Multitâche. Et on termine du coup par le grand classique. Vraiment là, on ne peut pas faire mieux, le petit non, nouveau. On démarre avec, on termine avec le meilleur, le nouveau-né, tout à fait. Avec le mime de l'info, on sait que cela vous a beaucoup plu. En plus, maintenant, on a le chat juste à côté. Vous pourrez deviner, il est juste là. Et oui, on vous lit dans le chat. Voilà, Joey a posé une question. Je sais que certains, peut-être détracteurs, disaient que nous ne vous lisiez pas, mais si, on vous lit. Bien entendu. Et du coup, Vincent, commence avec ton mime. Parce que du coup, on explique un peu le jeu. On va mimer une information et l'objectif sera de trouver par rapport à quel sujet cela est concerné. Je te laisse commencer. Tu es prêt? Ok. Comme la dernière fois, je pense que comme la dernière fois, ça va aller très très vite, Sacha. Donc tu es prêt? Ok, vas-y. Ok, fais-le peut-être devant la caméra. Ok, ça c'est du déhanché. Hein. Est-ce que ça te dit rien dans le sens des mouvements peut-être? En oubliant le déhanché? Non, enfin pas vraiment quoi. Après, est-ce que c'est un rapport avec un mème C'est un rapport avec un mème, c'est un peu dans la politique. Je vois pas trop ce que je pourrais te faire d'autre, Sacha. Dans la politique? Un mème, t'as jamais vu un mème tourner comme ça
Sans le déhancher sinon. Peut-être Donald Trump, non? Peut-être Donald Trump. Je crois que tu es sur la bonne voie, Sacha. Est-ce que tu as une petite actualité autour de Donald Trump dont on a entendu parler? Il a gagné la primaire dans l'Iowa. Tout à fait, il a gagné la primaire dans l'Iowa. Alors, plutôt que de juste rester sur la primaire dans l'Iowa, moi je vais prendre un peu plus largement. Voilà, vous l'avez à l'écran, le magnifique mème de Donald Trump avec plein de couleurs, c'est magnifique. Et donc du coup, tout à fait, rien ne semble pouvoir arrêter Donald Trump dans cette primaire républicaine aux États-Unis. Comme vous le savez, les élections présidentielles auront lieu prochainement et il a remporté, comme tu l'as dit, les 2 premiers rendez-vous, donc que ce soit dans l'Iowa et dans le New Hampshire. Voilà. Un petit doute sur un bel accent anglais, non, pas du tout. Je sens que tu te moques, Sacha, mais bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Aucune moquerie. Et donc, en fait, il a été un petit peu renforcé, Donald Trump, notamment parce que Ron DeSantis l'a suivi après le caucus dans l'Iowa. Donc, il savait très bien qu'il n'avait aucune chance de gagner. Donc, il s'est rallié derrière Donald Trump, toujours dans le camp républicain. Attention, on ne parle pas de la présidentielle dans son ensemble. Et donc, il reste qu'un adversaire, en quelque sorte, principal pour Donald Trump. Il s'agit de l'ancienne ambassadrice de l'ONU, Nikki Haley. Pour lui barrer la route, mais bon, ça semble un petit peu compliqué pour elle. Elle a obtenu de bons résultats, notamment dans le New Hampshire. Mais bon, voilà, ça sera certainement insuffisant. C'est un peu joué tout à fait du côté républicain. Mais notamment, ça peut être très intéressant ces résultats des primaires républicaines, car il y a eu beaucoup d'électeurs indépendants qui ont voté pour Nikki Haley donc, dans le New Hampshire, sachant que c'est des électeurs qui pourraient potentiellement… Sacha, tu m'écoutes toujours? Oui, je t'écoute toujours, mais je lis le chat. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? Alors, ils disent qu'ils en pensent quoi, cette victoire de Trump, finalement? On en pense quoi? Qu'est-ce qu'on en pense de cette victoire de Trump? Est-ce que tu penses au présidentiel ou aux républicaines? Comme on l'a dit, c'était à peu près joué d'avance. Dans ce candidat, c'est le candidat, enfin lui s'y prépare à la présidentielle, je pense que c'est qu'une formalité pour lui. Mais comme je l'ai dit, du coup, le vote des indépendants, des électeurs indépendants, ça pourrait un peu poser problème à Donald Trump, étant donné que donc, ça pourrait être des électeurs qui iraient plutôt voter pour Biden plutôt que pour Donald Trump au présidentiel. Donc voilà, petite inquiétude. Et du coup, les prochains rendez-vous pour Nikki Haley, notamment, ce sera dans le Nevada, mais surtout en Caroline du Nord, son fief. Donc voilà, on suivra ça avec la plus grande des impatiences. Merci beaucoup Vincent, et on a des compliments sur ta coiffure dans le chat. C'est pas vrai. Donc écoute, j'y fais pas trop attention pourtant, donc bon, mais ça fait toujours plaisir. Et on passe du coup à mon mime. À toi. Alors attention, parce que ça va être quelque chose d'assez surprenant. J'ai hâte de voir ça. Ok, 3, 2, 1, je pose mes feuilles. Ah, tu mimes une voiture, tu conduis une voiture. Mais est-ce que pas une petite voiture? Une voiture. Vraiment, Tu passes des vitesses, une boîte automatique. C'est un genre de voiture, un peu comme ça. Les voitures électriques? Non, grosse voiture électrique. Les SUV. Les SUV, exactement. Et je vais te laisser juste là-dessus parce que après c'est un peu compliqué. Est-ce que tu savais qu'il y avait une publicité un peu commerciale de la mairie de Paris qui s'appelle Plus ou moins de SUV à Paris? D'accord. Et en fait, c'est un peu une publicité, un marketing de Anne Hidalgo, la maire Parti Socialiste de Paris. Et elle a l'envie, ça se sent, de réduire la présence des SUV dans la capitale française et de mettre en place en fait la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes. Donc en fait, elle a plus envie de mettre des pistes cyclables, d'avoir plus de vélos. Oui, on a bien compris sa réelle intention. Voilà, c'est ça, avoir une meilleure image peut-être pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite information. Moi, j'ai moins détaillé là-dessus, mais je trouvais que c'est quand même intéressant. Non, mais j'ai apprécié le mime de la voiture. Franchement, tu étais meilleur que moi, je peux dire. J'étais pas mal. Tu été plus rapide. Est-ce qu'ils ont trouvé? Non, ils étaient un peu moins réactifs que moi quand même. Un peu moins réactifs. Pardon, j'arrive pas à parler. C'est la fin d'émission. Peut-être prochain invité William pour une analyse des William Deschuttis, c'est un spécialiste sur la question des élections américaines. Donc comme quoi. En tout cas, c'est la fin de cette émission, cette première émission du Déjà. Before. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir pu peut-être apprécier tout ce contenu, j'espère quand même. Avec le podium de l'info et la question du jour. Je vous remercie vous évidemment, du coup le chat, les personnes en régie, donc Simon, Grégoire, Olivia et Colline, aussi aux caméras. Donc là, derrière nous, derrière les caméras, on a Mathilde, Joey, on a aussi Jeanne qui n'est pas là. Mais on les remercie énormément. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission qualitative. Et puis à dans 2 semaines. À très vite.